Donc aujourd'hui, on est là pour, on va parler avec les personnes de la FEVAD. Donc la FEVAD, je rappelle que c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Et c'est l'organisation représentative du secteur du commerce électronique et de la vente à distance. Je rappelle que c'est une fédération qui a été créée en 1957 et qui aujourd'hui fédère près de 570 entreprises et plus de 800 sites internet. Elle a notamment pour mission de recueillir et de diffuser l'information qui permet l'amélioration de la connaissance du secteur et d'agir en faveur du développement durable et éthique de la vente à distance et du commerce électronique en France. Voilà, donc je vais laisser la parole à ces deux intervenantes qui sont Marine Pouillat, qui est responsable des affaires juridiques et environnementales, et Laure Baïté, qui est juriste au sein de la FEVAD. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, en fait, on ne mord pas, donc avancez-vous, n'hésitez pas. Donc, je m'appelle Laure Baïté et voici Marine Pouillat. Vous avez en face de vous, en fait, l'équipe juridique de la FEVAD. On est toutes les deux pour couvrir les sujets avec Marc Lolivier, qui est notre délégué général. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à voir. Et vous verrez, on a fait des sélections pour pouvoir être au plus près de vos préoccupations et regarder les impacts très pratiques des nouvelles règles qui vont entrer en vigueur dès 2014 sur votre activité de e-commerçant. Alors tout d'abord, comme l'a dit Marjorie, on est une fédération professionnelle, c'est un syndicat professionnel du e-commerce et de la vente à distance. Notre objectif, c'est vraiment de promouvoir le secteur, de défendre les intérêts de la prospection. Donc on fait beaucoup de prospection et on travaille avec les pouvoirs publics sur les différents textes de loi et on fait beaucoup aussi de rencontres avec les instances européennes. Donc on est représenté également au niveau européen par l'association e-commerce Europe. Il faut savoir que souvent un texte français a pour base un texte européen. Il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau européen. Donc c'est très important d'être en amont de ce qui va se décider par la suite et que l'on retrouvera dans notre législation. La FEVAD, c'est vraiment un lieu d'échange, de rencontres et d'information, que ce soit sur notre site internet ou par les différents événements que l'on peut organiser. Des soirées, des journées de formation et d'échange avec les professionnels, mais également les consommateurs. La FEVAD, c'est un centre d'observation privilégié sur l'évolution du marché. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à notre conférence de presse ce matin, mais ont été dévoilés ce matin le bilan des ventes du deuxième trimestre 2013. Donc voilà, on est vraiment, régulièrement, on publie des études, des chiffres sur le e-commerce français. Il y a un communiqué de presse qui est, voilà, je fais un petit peu de publicité, il y a un communiqué de presse de la conférence de ce matin qui est en ligne sur notre site. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les chiffres clés, n'hésitez pas à y aller. Et puis ensuite, la FEVAD, c'est un engagement permanent au service de la confiance depuis notre création en 1957. Donc on a travaillé avec les VPCistes historiques et puis on a évolué avec des pure players et puis maintenant aussi des sociétés qui sont que des magasins physiques et qui développent leur activité sur Internet. Donc on a vraiment des gros e-commerçants et également des petits, ce qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble du marché. Alors, comme je vous le disais, la confiance, c'est très important. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes e-commerçant, l'intérêt, c'est d'avoir un consommateur qui est confiant, qui est content, qui revient sur votre site. Surtout qu'on sait que sur Internet, la concurrence est vraiment à portée de clic. Donc, un consommateur qui ne serait pas content, il suffit d'aller voir ailleurs, il clique sur sa souris et il se retrouve sur un autre site Internet qui peut-être pourra lui fournir des services qu'il désire et qu'il attend. Donc chaque adhérent de la FEVAD a un logo. Ce logo, le logo FEVAD qu'il appose sur son site Internet, c'est une marque de confiance. Le consommateur identifie vraiment le site. Il sait que lorsqu'une société adhère à la FEVAD, il y a des règles déontologiques, des règles professionnelles à respecter.
qui vont parfois plus loin que la loi. Et il sait aussi qu'en cas de problème avec ce cybermarchand, la FEVAD pourra intervenir auprès de la société pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois grands points de ce qu'est notre fédération, notre syndicat professionnel. Marine et moi, nous voulions vous faire un petit focus sur les affaires juridiques, parce qu'on les représente aujourd'hui ici. Comme je vous l'ai dit, on travaille beaucoup en amont sur les textes, sur le devenir des textes, ce qu'ils seront demain et comment ils seront appliqués demain. Donc il y a beaucoup d'anticipation de la réglementation et il y a beaucoup de réflexions qui sont menées avec nos adhérents sur la mise en pratique des règles qui sont en devenir. Donc nous avons une commission juridique plénière qui a lieu toutes les 6 semaines avec plus de 50 responsables juridiques de sites e-commerce. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et sur les pratiques des uns et des autres et sur la réglementation. Et évidemment, on a besoin de mettre en place des groupes de travail très techniques. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Il y en a à peu près une vingtaine par an. Et c'est vraiment, on suit l'actualité. On suit l'actualité juridique. Donc, par exemple, on a eu des groupes de travail sur la médiation, le prix de référence, le droit à l'oubli numérique ou encore les cookies. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement varié. Ensuite, sur notre site internet, il y a des fiches pratiques thématiques qui sont à disposition de nos adhérents. Donc elles sont vraiment réservées à nos adhérents. Notre objectif, ce n'est pas de donner des conseils juridiques personnalisés, ça ne rentre pas dans notre rôle de fédération, mais en tout cas donner de l'information. C'est-à-dire que la fiche pratique, elle peut être très basique. Par exemple, un petit commerçant qui développe son activité sur Internet et qui a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il doit mettre, quelles sont les grandes règles à mettre dans ses conditions générales de vente. Et puis, il y a des choses qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus pointues. En matière de TVA, en matière de promotion des ventes. Donc ces fiches, elles sont là vraiment pour apporter de l'information. Et puis tout à l'heure, je vous le disais, la confiance, c'est vraiment très très important pour nous. C'est-à-dire que notre fédération, elle est évidemment là pour défendre le secteur, que le secteur du e-commerce se développe, mais elle est là aussi pour protéger le consommateur, pour qu'il soit confiant. Et ça passe par des codes et des documents. Alors, il y a notre code déontologique qui existe depuis 1957. Je vous rassure, hein, on l'a mis à jour depuis. Et la dernière mise à jour date de 2012. Et puis, il y a également des guides de bonnes pratiques qui deviennent des références, autant pour vous, professionnels, que pour les pouvoirs publics qui en font parfois état. Je vais vous donner quelques exemples là aussi. On a eu un guide sur l'usage des cookies publicitaires ou encore sur la charte comparateur, sur les comparateurs en ligne. Donc c'est là encore assez évolutif. Alors maintenant, après cette brève introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. La réglementation, elle va changer en 2014. Il y a énormément de choses, il y a énormément de sujets, donc il a fallu qu'on fasse un choix avec Marine. On est resté sur 3 grandes thématiques. Tout d'abord la consommation, ensuite la protection des données et la fiscalité. Dans tous les cas, le consommateur, il est au centre de votre intérêt et de votre activité. Et puis après, vous êtes une entreprise, donc il y a des impôts qui sont afférents à cette entreprise. Voilà, donc ça va être les 3 grandes thématiques. Et moi, je vais enchaîner sur la consommation, parce que je suis en charge de la consommation au sein de la FEVAD. Et sous 2 angles, sous 2 aspects. Tout d'abord, il y a un projet de loi consommation de Benoît Hamon, et ensuite sous l'aspect de la médiation. Parce que, comme je vous l'ai dit, un client qui est mécontent, si vous arrivez à lui apporter une solution rapide et efficace, il évitera d'aller devant les tribunaux, et nous, on offre une solution qui peut être intéressante pour les professionnels. Alors, le premier sujet, c'est le projet de loi relatif à la consommation. Alors, je vous ai marqué nouvelle année, nouveau projet de loi, tout simplement parce qu'en 2011, si jamais vous vous souvenez que vous avez suivi les actualités à cette époque, il y avait déjà un projet de loi
sous l'égide de monsieur Frédéric Lefebvre. Et ce projet de loi avait été adopté en première lecture et il s'est arrêté à cause des présidentielles. Donc on n'a pas pu aboutir sur ce projet. Et là, avec la nouvelle majorité et la nouvelle présidence, nous avons un nouveau projet de loi. Je pense que vous avez dû en entendre parler, ne serait-ce parce que ce projet de loi, il introduit dans notre droit français l'action de groupe. Donc c'est vraiment une petite révolution. On pense tout de suite au class action à l'américaine. Donc là, les critères sont un petit peu différents. Mais en tout cas, il y a eu une grande couverture médiatique sur l'action de groupe. Alors je parle vraiment de prospection parce qu'à l'heure actuelle, le projet de loi il a été adopté en première lecture. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale l'a examiné, l'a adopté avant l'été et le Sénat l'a adopté la semaine dernière. Il va y avoir encore une deuxième lecture pour qu'il soit définitivement entériné et qu'il soit appliqué. Mais ce qui est prévu dans ce projet de loi, c'est que dès le mois de juin 2014, les dispositions que je vais vous détailler ici, elles seront effectives et elles devront être appliquées par vous, e-commerçants. Alors, je vous ai listé les 4 grandes principales dispositions du projet de loi. Je vous dis tout de suite, je ne vais pas développer ni l'action de groupe, ni le droit du crédit des consommateurs, ni la garantie de conformité, pour la simple et bonne raison que nous avons qu'1 heure et que même si c'est un sujet qui est très intéressant, c'est des dispositions transversales et dans ce projet de loi, il y a des dispositions qui sont très spécifiques aux e-commerçants. Il y en a de nombreuses, donc je voulais développer vraiment les dispositions sur le e-commerce. Et les dispositions du e-commerce, en fait, sur le e-commerce, on les retrouve dans la directive droit des consommateurs du 25 octobre 2011. Donc en fait, le projet de loi, là, à l'heure actuelle, transpose ce texte européen dans notre législation. Et c'est un texte très important. La FEVAD a été fortement mobilisée sur le sujet, ce qui remet vraiment en cause et modifie en profondeur le droit de la vente à distance. Alors, on va avoir 2 points très précis sur cette vente à distance qui va être modifiée. Tout d'abord l'information et ensuite le droit de rétractation. Alors, donc, dans le projet de loi, il y a différentes dispositions. Alors, je vous rassure, je vais peut-être vous annoncer des nouvelles qui ne sont pas forcément très très bonnes parce que c'est encore des obligations supplémentaires en termes d'information. Mais le texte du départ, le texte européen, il était pire. C'est-à-dire, il y avait vraiment des petites horreurs. Je vais vous en donner un exemple. Par exemple, dans le texte européen de la directive, il était indiqué qu'il y avait une obligation de livraison dans les 27 États membres. C'est-à-dire que vous êtes e-commerçant, vous étiez obligé de savoir livrer dans les 27 États membres. Donc, autant vous dire que si vous avez décidé de développer votre activité que en France ou en Europe, si par exemple un consommateur polonais, lituanien souhaitait commander sur votre site, vous étiez obligé de le livrer. Donc ça, c'est une disposition qui a disparu. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Sachez que la FEVAD a été fortement mobilisée sur le sujet et on a vraiment essayé de faire reculer au maximum ces dispositions. La deuxième disposition, et on va revenir sur la première information, qui est sur les frais de retour. Dans le texte initial de la directive droit des consommateurs, les frais de retour étaient à la charge du professionnel pour toute commande qui était supérieure à 40 €. Donc à l'heure actuelle, un consommateur qui se rétracte, c'est lui qui choisit de se rétracter, donc c'est lui qui paye le retour. Mais dans le texte européen, c'était le professionnel qui payait le retour. Alors quand on rajoute à ça l'obligation de livrer dans les 27 États membres, autant vous dire que votre gentil consommateur polonais qui vous a commandé une machine à laver et qui souhaite se rétracter, la machine à laver et les frais de retour étaient à votre charge. Alors quand on sait en plus qu'un panier moyen est de 87 €, autant vous dire que le seuil de 40 € est vite atteint. Voilà, alors je vous rassure, les 2 dispositions, elles ont vraiment disparu. Par contre, à la place, on a réussi à obtenir quelque chose, c'est une obligation supplémentaire, mais ça ne reste que de l'information. C'est-à-dire qu'en matière de frais de retour, lorsque le consommateur se rétracte, il faudra que dans vos CGV, demain, dans vos conditions générales de vente, vous indiquiez que les frais de retour sont à sa charge. À défaut de cette information, le professionnel devra rembourser.
donc devra prendre en charge les frais de retour. Mais si cette information, elle se trouve dans vos conditions générales de vente, aucun souci. De même, il y aura une information sur le montant des frais de retour pour tous les colis qui sont supérieurs à 30 kg. Alors un colis qui est supérieur à 30 kg, je pense que je vous apprends rien là-dessus, hein, ça veut dire que c'est la poste le colis ne peut pas être envoyé normalement par la poste. Donc là, il va falloir que vous donniez une information, parce que l'objectif c'est d'être le plus transparent possible vis-à-vis du consommateur. Et donc cette information-là, ça doit être sur les montants, le montant des frais de retour. Alors là, vous me dites, oh là là, au secours, imaginons que mon consommateur est dans les dom-toms, et puis selon le produit qu'il achète, les frais de retour, ça va être complètement différent. Il va falloir que je mette ça sur ma fiche produit. Comment je vais faire? Alors, on a quand même une petite facilité qui est si le montant, vous n'arrivez pas à le donner clairement, vous pouvez donner une méthode de calcul. Voilà. Alors la méthode de calcul, après c'est le consommateur qui additionne, mais en tout cas, voilà, vous donnez une méthode de calcul. Donc ça, c'est la deuxième information. La troisième, c'est sur les moyens de paiement. Alors, les moyens de paiement que vous acceptez, puis également les éventuelles restrictions. Par exemple, si vous ne livrez pas dans les dom-toms, l'information, elle doit arriver vraiment au début du processus de la commande. C'est-à-dire pas au moment où le consommateur valide sa commande ou au moment où il doit rentrer son numéro de carte bancaire. C'est vraiment au début du processus de commande. Et enfin, la quatrième information, c'est sur l'obligation de paiement. Alors là, vous me dites, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que c'est vrai que nous, en France, un consommateur, on utilise beaucoup la carte bancaire. Donc, a priori, on se dit, le consommateur, il sait que quand il a validé sa commande, ça l'oblige à payer. De toute manière, il a rentré son numéro de carte bancaire et il va payer. Mais je vous rappelle que la directive, elle est là pour uniformiser en fait la législation en matière de vente à distance dans les 27 États membres, enfin les 28 États membres maintenant. Donc, par exemple, les Allemands, ils n'ont pas la même pratique que nous. Si certains d'entre vous ont développé leur activité en Allemagne, ils savent que la carte bancaire, l'Allemand, il n'aime pas trop la carte bancaire. Il paye souvent à la livraison. Donc, du coup, cette obligation de paiement, elle prend tout son sens pour un Allemand. Et vous allez devoir, donc demain, indiquer à côté, par exemple, de la case à cocher « J'accepte les conditions générales de vente », également une mention type. Alors, dans le projet, la mention type, c'est « Commande avec obligation de paiement ». Je vous avoue, c'est pas très sexy comme mention, mais en tout cas, ça doit... Le consommateur, il doit savoir qu'une fois qu'il a validé sa commande, il est engagé à payer. Voilà, donc on est vraiment sur de la transparence. Donc ça, c'était pour les informations. Maintenant, on passe au droit de rétractation. Alors, il y a beaucoup de nouveautés en matière de droit de rétractation. Alors déjà, il y a un formulaire type de rétractation. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous mettiez sur votre site internet un formulaire qui renseigne le consommateur sur ce qu'est le droit de rétractation et comment procéder à cette rétractation. Alors, je pense que vous le faites déjà dans vos conditions générales de vente, mais là, il y a vraiment un formulaire qui devra être transmis aux consommateurs. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment parce que c'est vrai que ça sera fixé par décret. Donc les mentions et les informations qui devront y figurer seront fixées par décret. Mais déjà, le texte européen a donné un exemple du formulaire type. Donc si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner le lien vers le texte européen. Alors ensuite, la grande nouveauté, c'est un délai de rétractation de 28 jours. Alors vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est 7 jours. C'est-à-dire que le consommateur commande, il réceptionne son produit, il a 7 jours pour vous renvoyer le bien. Demain, ça sera 28 jours. C'est-à-dire qu'il a 14 jours pour vous notifier qu'il souhaite se rétracter et il a 14 jours pour renvoyer le bien. C'est extrêmement long et ça change beaucoup de choses. Et à cela s'ajoute que lorsqu'un consommateur commande, par exemple, dans une commande, achète une robe et une jupe, et que vous ne livrez pas en même temps cette robe et cette jupe. Donc j'ai commandé une robe, je la reçois,
et puis 2 semaines plus tard, je reçois la jupe. En fait, je peux me rétracter sur la robe à partir de la réception de la jupe. Donc j'ai pu l'avoir mis 2-3 fois à 2 soirées différentes. Sachez que la FEVAD est fortement mobilisée sur cette disposition. Alors on essaye de faire changer les choses, mais comme c'est une directive et que c'est un texte européen et que l'objectif est d'uniformiser la majorité des législations, on a du mal à faire bouger le texte. Alors on essaye de le faire modifier à la marge, mais c'est vrai que c'est extrêmement délicat, même si le gouvernement reconnaît tout à fait le bien fondé de nos préoccupations. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur cette disposition-là. Bon, les nouvelles, elles ne sont pas très bonnes, hein, je vous assure. Mais en tout cas, on va essayer d'être le plus clair possible. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, lorsque le consommateur s'est rétracté et vous a retourné le produit, dans la loi, vous avez 30 jours, vous professionnels, pour le rembourser. Demain, le remboursement, il sera raccourci, il sera de 14 jours. Alors, je ne sais pas s'il y a des adhérents de la FEVAD dans la salle, mais c'est vrai que dans notre code déontologique, depuis longtemps, nos adhérents sont habitués à un remboursement raccourci de 14 jours. Alors, ce qui se corse, c'est que le remboursement, il va avoir lieu parfois lorsque vous n'aurez pas vu au préalable le produit. C'est-à-dire que là, je vous ai mis le texte, alors c'est peut-être un peu abscon pour les non-juristes, mais il est prévu dans le texte que le consommateur notifie au professionnel qui souhaite se rétracter. Le professionnel, il peut prolonger en fait son délai de remboursement, soit à la récupération du bien, soit à la preuve de l'expédition du bien. Mais si vous recevez la preuve d'expédition du bien avant le bien, vous êtes tenu de le rembourser. Donc ça, c'est voilà, hein, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Et à cela s'ajoutent des sanctions qui sont progressives en cas de retard dans le remboursement. Alors il faut savoir que les deux dispositions, hein, que ce soit sur les commandes multiproduits ou ce remboursement sans avoir vu au préalable le produit, comme c'est un texte européen, c'est très difficile de le faire changer. Par contre, sur les sanctions, on a une marge de manœuvre parce que les sanctions, elles sont vraiment à la discrétion des États membres. C'est pour ça que lors de l'examen de ce texte, on rencontre régulièrement le gouvernement, les parlementaires, les sénateurs et les députés pour les faire changer. Alors, juste une petite incartade. Dans le projet de loi de M. Lefebvre, les sanctions, elles allaient jusqu'à... elles commençaient à 35%, c'était énorme, 35% des sommes dues. Donc, c'était énorme. Là, dans le texte, on est parti de 10%, on est arrivé à 1%. Voilà, donc on s'améliore, mais c'est pas encore ça. Et on continue justement d'essayer de faire changer les choses sur ces dispositions-là. En tout cas, le gouvernement est tout à fait conscient de ces dispositions, et qu'elles sont difficilement praticables et difficiles à mettre en œuvre par un professionnel. C'est pour ça qu'aussi on passe par notre association européenne. Donc on a multiplié les rendez-vous auprès de la Commission pour essayer d'avoir des informations, des explications par rapport à ce texte. L'objectif, c'est pas de remettre en cause cette directive, elle a été adoptée. Mais en tout cas, c'est de vous permettre, à vous, e-commerçants, de pouvoir l'adopter de manière en tout cas plus facile et qu'elle n'ait pas trop d'impact négatif sur votre activité. Alors les dernières autres mesures, c'est un renforcement des pouvoirs de sanction administrative de la DGCCRF. Tout à l'heure, je vous ai fait une liste de différentes obligations d'information. Alors sachez que l'objectif dans ce projet de loi, c'est d'éviter le recours au juge. Donc de permettre à la DGCCRF de pouvoir sanctionner lorsqu'elle constate un manquement. Et par exemple, les obligations d'information que je vous ai citées tout à l'heure, en cas de non-respect de ces informations-là, c'est 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Alors après, vous avez une procédure contradictoire. Vous pouvez tout à fait aller devant la DGCCRF et faire valoir votre droit et montrer votre bon vouloir. Mais ces sanctions administratives existent. Et le dernier point que je voulais faire, c'est sur le projet de loi, c'est la prospection commerciale téléphonique. Alors peut-être que vous, e-commerçants ou prestataires, vous faites de la prospection commerciale téléphonique. À l'heure actuelle, on fonctionne en opt-out, c'est-à-dire que vous avez le droit d'appeler un prospect. Je ne parle pas de vos clients, je parle vraiment d'un consommateur que vous ne connaissez pas. Vous avez le droit de l'appeler et s'il ne souhaite pas être démarché, s'il ne souhaite pas être appelé, il peut s'inscrire sur une liste qui s'appelle Passitel. Alors cette liste, elle a été mise en œuvre par les professionnels, dont la FEVAD fait partie. Il y a également la Fédération française des télécoms, la Fédération de la vente directe, l'Association française de la relation client et le SNCD. Et donc l'objectif, c'est de vraiment permettre aux professionnels qu'ils puissent prospecter, sauf si le consommateur ne le souhaite pas. Là, on a eu une petite nouveauté de la part des sénateurs la semaine dernière, c'est qu'ils ont mis en place un opt-in. Ce qui veut dire que le consommateur, maintenant, il doit consentir d'abord pour être prospecté. Alors, je vous rassure, je touche du bois, on a le soutien des pouvoirs publics, des gouvernements, parce qu'il était déjà dans le texte, Passitel, parce que c'est, comme je vous dis, c'est une mobilisation professionnelle et on voulait que le maximum d'acteurs puissent l'intégrer et le suivre. Donc, il était dans le texte originel. Donc, le gouvernement le soutient fortement, de même que les députés. Par contre, les sénateurs sont moins nos amis et ont remis en place l'opt-in. Mais, tout à l'heure, je vous ai dit, ce texte, il n'est pas encore définitivement adopté. Donc, on a encore quelques marges de manœuvre, et notamment une deuxième lecture, et une deuxième lecture à l'Assemblée nationale, en sachant que c'est dans notre jargon juridique, en tout cas, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Donc, a priori, on devrait revenir sur un opt-out en matière de prospection commerciale téléphonique. Voilà. Alors, tout ce que je vous ai évoqué ici, dans le projet de loi, c'est prévu pour juin 2014. C'est-à-dire que la deuxième lecture devant l'Assemblée nationale devrait intervenir au mois de décembre. Ensuite, le Sénat. Et donc, d'ici juin 2014, il faudra mettre en œuvre ces dispositions-là. Voilà. Alors, le deuxième sujet en matière de consommation, c'est la médiation. Alors la médiation, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une résolution amiable du conflit. Là encore, l'objectif, c'est d'apporter, vous êtes professionnel, vous avez un problème avec votre consommateur, pour éviter qu'il aille devant le juge. Quand on sait que les juges de proximité devaient disparaître, mais sont encore là en tout cas jusqu'en 2015, c'est pour offrir une solution amiable aux e-commerçants. Alors, il y a 2 textes européens, donc c'est vraiment d'actualité, sur cette médiation, qui ont été publiés le 18 juin dernier. Il y a une directive et il y a un règlement. Alors la directive, c'est vraiment, ça concerne les litiges de consommation, et l'objectif, c'est que d'ici à 2015, tous les secteurs d'activité, tous les secteurs de la consommation doivent être dotés d'un dispositif de médiation. S'il n'y a pas de dispositif existant, les États membres devront en créer. Donc il y a énormément déjà de dispositifs, mais par exemple, en matière de e-commerce, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de médiateur du e-commerce. Ensuite, dans cette directive, il y a des informations sur la qualité du médiateur, c'est-à-dire des critères. Ils doivent être impartial, ils doivent être transparents, ils doivent être compétents. Donc, on a remis au goût du jour des critères qui existaient déjà dans un texte précédent de 2008. Et puis ensuite, l'objectif de l'Europe, c'est de promouvoir cette résolution amiable des litiges. Donc, c'est donner une information, c'est-à-dire renseigner le consommateur au maximum qu'il existe ce dispositif de médiation, et pour éviter d'aller devant le juge. Donc, par exemple, il est prévu que sur vos factures, si vous faites partie d'un dispositif de médiation, vous devez l'indiquer. Et alors, le dernier point, c'est sur un règlement
un règlement sur la résolution en ligne des litiges. C'est-à-dire que l'objectif de la commission, c'est de permettre à un consommateur, par exemple étranger, qui rencontrerait un problème avec une société française, de trouver une solution et de trouver une solution amiable. Donc, d'ici à 2016, vous aurez une plateforme, un guichet unique, où le consommateur pourra déposer son litige, et ensuite, l'Europe redispatchera auprès des médiateurs référencés le cas pour qu'il soit traité. Alors, sur cette affaire, on a été plutôt bon élève, la France a été bonne élève, parce que dans le projet de loi consommation dont je vous ai parlé tout à l'heure, on retrouve une petite disposition sur la médiation. Et là, c'est encore une information, c'est-à-dire que le professionnel, en cas de contestation, en cas de problème avec son consommateur, son client, il devra informer ce dernier de disposer de recourir à un dispositif de médiation. Et nous, la FEVAD, par rapport à toutes ces discussions au niveau européen, mais aussi au niveau français, on a réfléchi à la mise en place d'un service de médiation du e-commerce. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nos adhérents, depuis la fin des années 70, si un consommateur rencontre un problème avec un de nos adhérents, on prend en charge le différend. C'est-à-dire que la FEVAD, elle va servir d'intermédiaire, de facilitateur de dialogue entre la société et le consommateur. Quelquefois, il ne suffit pas de grand-chose. C'est juste l'intervention d'un tiers qui permet de désamorcer le conflit et de parvenir à une solution. Et puis, on a vu que ça bougeait au niveau européen, que les pouvoirs publics étaient fortement mobilisés et que la médiation était vraiment dans l'air. Et donc, on a mis en place l'intervention d'un médiateur du e-commerce. Donc, voilà comment ça va se passer. C'est-à-dire que le consommateur, évidemment, s'il a un problème avec vous, professionnel, il doit d'abord vous faire part de son problème et essayer de trouver une solution amiable avec vous. Ensuite, si la société est adhérente de la FEVAD, il peut saisir la FEVAD. Alors, je vous parle de ça maintenant parce que on est tout nouveau. On est assez récent en matière de médiation avec l'intervention du médiateur, mais sur le long terme, l'objectif c'est de permettre à des non-adhérents, des sociétés non-adhérentes, de pouvoir aussi avoir recours aux services de médiation que l'on offre. Alors on est vraiment dans le long terme, mais en tout cas on y réfléchit déjà et on est en train d'évoluer en ce sens. Donc comme je vous le disais, lorsqu'on est adhérent de la FEVAD, donc on peut avoir recours à la FEVAD pour essayer de trouver une solution avec son client, son consommateur. Et en cas, si jamais aucune solution a pu être trouvée, le médiateur du e-commerce peut entrer en scène. On a fait une expérimentation avec des sociétés qui étaient volontaires entre décembre 2012 et juin 2013. Elle a été concluante. On s'est rendu compte en fait que l'intervention d'un tiers indépendant, une personne qui a beaucoup d'empathie, qui regarde le cas autant en droit qu'en équité, qui dialogue avec le consommateur et qui dialogue avec l'entreprise, ça permet de trouver une solution et d'éviter les tribunaux. Donc l'expérimentation ayant été concluante, on l'a ouvert à l'ensemble de nos adhérents. Alors ça concerne vraiment que le consommateur et le professionnel, on n'a pas ouvert encore au B2B. Et le médiateur, comme je vous l'ai dit, il va se reposer sur nos chartes, nos codes, notre code professionnel, nos guides, la loi. Il y a également une charte de médiation. Il va regarder le cas et il va dialoguer avec les parties. Il a 6 semaines à partir de la prise en charge pour pouvoir rendre un avis. Et après, l'avis, évidemment, est soumis à confidentialité. Donc, les parties sont tenues de respecter cette confidentialité parce que c'est vraiment une appréciation au cas par cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'action de groupe, on est vraiment par une solution personnalisée vis-à-vis du consommateur et de l'entreprise. Par contre, l'entreprise, elle aura des comptes à rendre. C'est-à-dire que si elle refuse de mettre en œuvre cet avis, elle devra le motiver. Voilà. Alors, pour l'instant, comme je vous le disais, c'est que les adhérents de la FEVAD, mais sur le long terme, l'objectif, c'est d'être le médiateur de l'ensemble du e-commerce. Voilà.
J'en ai fini avec la consommation, donc je laisse la parole à Marine concernant les données personnelles et la vie privée. Bonjour. Alors le deuxième point concernant les consommateurs, c'est la vie privée. Et sur la vie privée et la protection des données, je dirais qu'il y a deux aspects. Le projet de règlement européen, vous en avez peut-être entendu parler. Et le deuxième point qui sûrement vous intéresse, les cookies, puisque c'est le carburant de l'économie numérique. Je vais commencer par vous parler du projet de règlement. C'est une révision du cadre général de la protection des données, donc ça ne s'applique pas que e-commerce, ça ne s'applique pas que au numérique, ça s'applique à toutes les entreprises. La Commission européenne a publié un projet de règlement en janvier 2012. En fait, c'est un paquet. Il y a un règlement qui concerne les entreprises et il y a une proposition de directive qui concerne deux traitements spécifiques qui sont les fichiers de police et la coopération judiciaire et policière. Donc ça a été présenté par la Commission comme un paquet, comme un ensemble. C'est une réforme capitale. Pourquoi? Pour trois raisons. Parce qu'il s'agit de réviser le cadre général de la protection des données. Donc c'est vraiment très très large. Ensuite, c'est un projet de règlement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transposition par les États. Et contrairement à la directive, quand le règlement est appliqué, quand le règlement est adopté, il doit être appliqué dans les 27 États avec la lettre du texte qui a été adopté. On ne peut pas changer le texte d'une virgule. Ensuite, c'est un cadre juridique pour 10 ans minimum. La dernière directive cadre qui traite de la protection des données, elle date de 1995, on est bientôt en 2014, donc vous voyez, ça fait presque 20 ans. Donc en général, ce genre de texte, c'est vraiment pour longtemps. Donc on ne peut pas, une fois que le règlement sera adopté, on ne pourra pas se tromper, il faudra vraiment tout avoir prévu avant, parce que sinon, on a pour 10-15 ans minimum. Je vais vous présenter les points clés. Donc dans le cadre général, il y a... Non, d'abord, je voulais juste vous dire deux choses. La première chose, c'est que pourquoi il y a eu cette proposition de révision du projet de règlement, de la directive, pardon. La première chose, c'est un texte de 95 et il y avait des interprétations différentes, donc il fallait probablement lever un certain nombre de doutes ou d'interprétations différentes dans les différents États membres. Le deuxième point, c'est voulu par la Commission et présenté comme tel, c'est adapter le cadre général de la protection des données à l'univers numérique et principalement, ça vous avez dû le voir dans la presse, tout ce qui concerne les réseaux sociaux qui, selon la Commission, n'étaient pas vraiment prévus par ce cadre-là et les nouveaux usages. Voilà. Il y a un point important qui est dans le cadre général, c'est la loi applicable. L'idée, c'est vraiment de vouloir faire en sorte que ce règlement s'applique à l'ensemble de l'Union européenne et à l'ensemble des consommateurs de l'Union européenne. La volonté de la Commission, c'est que le texte s'applique aux consommateurs. Ça veut dire, si vous êtes une entreprise extérieure à l'Union européenne et que vous vous adressez à des consommateurs européens, le texte devrait s'appliquer à vous. Ça, c'est la vraie volonté de l'Union, de la Commission européenne, pardon, et c'est vraiment une nouveauté dans le cadre actuel. La deuxième chose qui fait partie du cadre général du texte, c'est la définition des données personnelles. Donc ça, évidemment, c'est fondateur, puisque tous les textes référents ensuite sur les données personnelles, par exemple sur la vie privée dans l'univers numérique, dans la directive e-privacy, fait référence à la définition du texte de base qui va être ce projet de règlement. Et donc, c'est ultra important. La définition proposée par la Commission est très très vaste aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'essayer au maximum de conserver la définition actuelle, qui est moins vaste. Ensuite, il y a un point important pour vous, entreprises, c'est que les sanctions qui seront prévues en cas de faute ou de manquement au projet de texte seront vraiment très importantes, puisqu'elles pourront aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires mondial annuel d'une entreprise. Donc c'est largement conséquent et c'est une nouveauté en matière de protection des données d'aller aussi loin dans ces sanctions financières. Ensuite, il y a des points clés pour la protection des personnes et des points clés en termes d'obligations pour les entreprises.
Donc, pour la protection des personnes, il y a un renforcement d'un certain nombre d'obligations déjà existantes. La première chose, c'est pourquoi un traitement va être licite. Et un des fondements, des 6 fondements de la licéité d'un traitement, c'est le consentement que vous connaissez bien. Sauf qu'aujourd'hui, la Commission européenne voudrait que le consentement soit explicite. Explicite, ça veut dire un acte positif. Un acte positif, c'est par exemple une case à cocher. Donc si vous devez faire un traitement qui nécessite un consentement, il va falloir un acte positif du consommateur. Et surtout, ça va être la charge de la preuve d'avoir obtenu ce consentement va reposer sur vous. Donc ça, c'est vraiment un point très important. La deuxième chose, c'est un renforcement des informations dues au consommateur. La première chose, c'est sur la durée de conservation des données. Donc, il faudrait, dans l'absolu, tel que la Commission conçoit les choses, informer au préalable de combien de temps vous allez conserver les données du client que le client vous a communiqué. Sauf qu'évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que vous pouvez très bien avoir une donnée et avoir différentes finalités de traitement de cette donnée. Donc, voilà, encore une fois, ça, c'est un des exemples sur lesquels la Commission veut renforcer la protection des internautes, des consommateurs. Mais néanmoins, en pratique, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Et nous, on essaye de proposer des choses alternatives pour toujours avoir une protection du consommateur, des clients, mais néanmoins vous permettre de continuer à faire votre activité en bonne intelligence. La deuxième chose, c'est une information sur l'origine des données. Donc ça, c'est parfois un peu compliqué quand il y a une chaîne de traitement des données. Et enfin, il faudrait informer aussi le consommateur dès le départ des recours possibles en cas de litige. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel nous on se bat, qui est important. Ensuite, vous avez certainement entendu parler, parce que c'est très médiatique, c'est le droit à l'oubli et le droit à la portabilité. Donc en fait, à l'origine, c'était vraiment des droits qui étaient plutôt pensés pour l'univers numérique, mais je vous rappelle, on est dans le cadre général de la protection des données. Donc ça veut dire que le droit à l'oubli pourrait s'appliquer à n'importe quel traitement dans n'importe quelle entreprise. Le droit à l'oubli tel qu'il est proposé par la Commission européenne aujourd'hui, c'est un droit quasi systématique à l'effacement des données quand un utilisateur vous le demande. Donc c'est quand même très très vaste, tel que la Commission le conçoit aujourd'hui. Évidemment, ça fait référence aux réseaux sociaux et au fait que certaines personnes publient des informations sur elles, mettent des photos en ligne et quelques années plus tard voudraient que ces informations ne soient plus présentes, etc. Pour des raisons personnelles, parce que dans leur évolution professionnelle et dans leur carrière future, elles ne voudraient pas que leur futur employeur ait accès à ces informations. C'est vrai que c'est un usage très spécifique et là, on est dans un cadre général qui va définir l'ensemble du droit pour toutes les entreprises. Donc nous, ça nous paraît un petit peu exagéré pour ce cadre-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une réflexion sur l'usage des données, l'usage des photos, l'usage des contenus que vous publiez, notamment dans le cadre des réseaux sociaux. Le deuxième droit, c'est le droit à la portabilité. Ça veut dire que vos clients pourraient vous demander à l'avenir de récupérer toutes les données que vous avez sur lui dans un format qui soit lisible. Alors la Commission n'a pas encore défini ce qu'est un format lisible et couramment utilisé, mais c'est les termes qu'elle emploie. Et le client pourrait ensuite le donner, par exemple, à un nouveau concurrent, parce qu'il a décidé qu'il n'avait plus envie d'être client sur votre site internet, mais qu'il a envie d'être client chez un autre et qu'il a envie que, par exemple, toute l'historique de ses achats chez vous, s'il a fait une liste de ses achats préférés, et votre concurrent puisse l'obtenir dans l'absolu. Donc ça va vraiment très très loin. Et puis vous imaginez aussi dans l'univers physique, la portabilité, quand ce n'est pas des données qui sont informatisées, etc., ça va très très loin en termes d'obligations. Évidemment, la Commission ayant envie d'encadrer plus particulièrement les usages numériques, des dispositions importantes sur le profiling qui sont aussi assez restrictives. Le deuxième chapitre, c'est évidemment les obligations pour les entreprises. Donc, en fait, on passe d'un système que vous connaissez, c'est plutôt un système de déclaration et d'autorisation par les autorités de contrôle, telles que la CNIL en France, à une responsabilisation beaucoup plus accrue et un certain nombre d'obligations beaucoup plus avancées pour les responsables de traitement, donc pour les entreprises. C'est beaucoup d'analyses d'impact, quel va être mon usage des données, quel impact ça va avoir, quel impact mon traitement des données va avoir et comment je
je respecte un maximum les dispositions du règlement. Donc vous devez avoir une sorte d'auto-évaluation de ce que vous faites en matière de protection des données. Ça, c'est vraiment un changement de philosophie du cadre général de la protection des données, et puis des concepts que dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont privacy by design et by default. Donc c'est vraiment une volonté de la Commission de responsabiliser les entreprises plus en amont, d'avoir une démarche proactive de protection des données à l'intérieur de l'entreprise et des traitements, plutôt que d'avoir une démarche de autorisation, puis contrôle et sanctions éventuelles des autorités compétentes, même si ça reste toujours le cas, évidemment, en recours ultime. Ensuite, c'est la création d'un délégué à la protection des données personnelles. Donc en France, ça s'appelle un CIL. Peut-être que certains d'entre vous en ont un, mais là, ça va être rendu obligatoire pour toute entreprise qui a plus de 250 salariés. Donc voilà, ça risque de changer pas mal de choses. 250 salariés, c'est à la fois beaucoup et à la fois peu. Beaucoup plus une frontière qui est peut-être plus définie, mais qui responsabilise plus le responsable du traitement, parce qu'il va devoir beaucoup plus contrôler ses sous-traitants en matière de traitement des données. Et enfin, une généralisation de l'obligation de notification des failles de sécurité. La violation des données, c'est quelque chose que les opérateurs télécoms connaissent depuis la directive Paquet Télécom de 2009, et aujourd'hui qui se généraliserait à toutes les entreprises. Donc s'il y a un manquement grave, si vous avez une faille de sécurité dans vos systèmes, il faut prévenir les autorités de contrôle, donc la CNIL, et le cas échéant, vos clients. Donc ça va très loin. Alors, quelque chose d'important, puisqu'on parle des évolutions 2014, le calendrier de ce texte. Donc, en matière de législation européenne, il y a 3 entités qui sont vraiment très importantes. La Commission européenne, qui propose un texte et qui le transmet une fois le texte construit au Parlement européen d'une part et au Conseil de l'Union européenne d'autre part. Les 2 entités étudient le texte, travaillent, proposent des amendements pendant une période assez longue, vu que le texte est quand même très lourd. Donc là, aujourd'hui, la prochaine étape, c'est au niveau européen, au niveau du Parlement européen, la commission qui est saisie au fond, ça veut dire la commission du Parlement européen spécialisée dans la justice, va émettre un rapport, puis voter sur un texte où il y a des amendements qui sont proposés par rapport au projet de la Commission européenne. Ce vote, il est prévu le 21 octobre prochain, donc c'est demain. Et ensuite, si jamais le Conseil adopte aussi le texte, il pourra être voté en première lecture. Si le texte est adopté en première lecture, parce que le Conseil, la Commission et le Parlement sont d'accord, le texte est adopté et c'est fini, on ne peut plus rien retoucher. Au niveau du Conseil, il y a différentes étapes importantes qui sont d'abord le 7 octobre prochain, dans le cadre du Conseil Justice et Affaires intérieures, une première étude du texte et aussi en décembre, puis un Conseil Digital Agenda fin octobre. Il est possible qu'on arrive à un accord politique partiel, donc ça veut dire qu'il y aurait un certain nombre de chapitres sur lesquels les 3 entités seraient d'accord, et dans ces cas-là, le vote en plénier pourrait débuter et le texte pourrait être adopté le cas échéant. Il faut savoir que la Commission européenne et la commissaire, Madame Reding, qui porte le texte, sont très très proactifs, parce que c'est un texte qui lui tient vraiment à cœur. La protection des données, c'est son sujet phare, et donc elle voudrait vraiment que ça soit adopté avant avril 2014. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des élections législatives européennes, ce qui va remodifier l'équilibre au niveau du Parlement, et la Commission européenne va aussi changer, donc elle voudrait que ça soit fait avant la fin de cette mandature actuelle. Voilà, donc les choses peuvent s'accélérer. Néanmoins, il est vrai qu'au niveau des États membres, pour l'instant, la volonté n'est pas d'aller forcément aussi vite que ça. Ils sont conscients, les États sont peut-être plus conscients, les gouvernements sont peut-être plus conscients que c'est un texte fondateur qui va vraiment définir un cadre pour de nombreuses années et ils ne veulent pas se précipiter non plus. Je vais vous parler du second sujet sur la protection des données, qui sont les cookies. Donc ça, c'est un sujet important. Le cadre actuel, au niveau européen, il a été défini en 2009. Et en France, la directive a été transposée par une ordonnance du 24 août 2011. Donc, au final, ça remonte à un certain temps.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas encore tout à fait clarifiées. Et je vais vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants du sujet au niveau juridique, parce que je suis sûre que dans votre entreprise, les cookies, vous les utilisez tous les jours et vous maîtrisez la technique 10 fois mieux que moi, ça c'est certain. D'abord, le cadre législatif français. Donc en fait, il y a un certain nombre d'éléments dans la législation, dans les obligations qui vous concernent. La première chose, c'est une information claire et complète qui porte sur deux aspects, la finalité et les moyens de s'opposer aux cookies. Si vous n'avez pas donné cette information au consommateur, vous ne pouvez pas aller plus loin dans l'absolu. Parce que les accès ou inscriptions, entre guillemets, de cookies ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord, qui peut résulter des paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. Cette dernière phrase, elle est vraiment clé pour comprendre la réglementation en matière de cookies. Il y a deux exceptions qui ne nécessitent pas un accord après avoir eu une information préalable. C'est deux modalités qui sont plus ou moins techniques. La première, c'est une finalité qui est juste de permettre un cookie, qui permet juste de permettre la navigation, de continuer sa navigation sur Internet. Et la deuxième chose, c'est un cookie qui est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. Donc, typiquement, pour un e-commerçant, c'est un cookie de panier. Ça, c'est un cookie strictement nécessaire, donc vous n'avez pas besoin d'obtenir l'accord de l'utilisateur pour accéder à un cookie qui a préalablement été installé dans son ordinateur ou déposer un cookie pour établir un produit dans son panier. Les associations professionnelles se sont fortement mobilisées sur le sujet de la publicité ciblée et des cookies, puisque dès 2010, on avait publié une charte relative à la publicité ciblée et à la protection des internautes, qui avait été signée sous l'égide de l'ancienne secrétaire d'État en charge de l'économie numérique. Et en avril 2012, on a signé un guide des bonnes pratiques sur l'usage des cookies publicitaires. Donc c'était un petit peu ciblé, c'était vraiment lié à la publicité, avec 10 associations, dont la FEVAD, encore une fois sous l'égide du ministre en charge de l'économie numérique. On avait fait un guide de bonnes pratiques et en fait ça expliquait un peu ce que devaient faire les sites marchands ou n'importe quel site en fait qui utilisent des cookies en termes d'information pour les utilisateurs. Donc on avait été un petit peu plus loin que la loi, en disant qu'il fallait une information directement accessible lors de la première visite de l'utilisateur qui devait être présentée sous une forme très pédagogique. Il fallait avoir une rubrique spécialisée qui ne soit pas forcément un chapitre dans les conditions générales de vente, mais on recommandait d'avoir une rubrique qui traite de la vie privée, et dans cette rubrique vie privée, un chapitre spécifique sur les cookies, ou alors carrément une rubrique dédiée aux cookies. Il y avait deux informations principales dans cette rubrique, les finalités d'usage de vos cookies et les droits des internautes en matière de cookies. Évidemment, une fois qu'on est informé, il faut exprimer son choix. Son choix, ça peut consister notamment à s'opposer au dépôt, à la lecture de cookies. Et on avait vu, par rapport au texte, deux modalités d'exercice de ce choix, qui, selon nous, étaient le paramétrage du navigateur et une plateforme de choix qui a été développée au niveau européen, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Your Online Choices, qui est plus particulièrement concerne la publicité comportementale. Donc c'est une petite icône, peut-être que certains d'entre vous l'utilisent, qui est une sorte de petit triangle avec un i, et ça permet de s'opposer à la publicité comportementale reposant sur des cookies au niveau européen. Évidemment, il y a une plateforme française, donc il y a un .fr où vous pouvez exprimer votre choix sur le sujet. Depuis juillet 2012, la CNIL n'avait pas tout à fait la même interprétation que les professionnels du sujet des cookies, au sujet des cookies. Et donc, les professionnels que nous sommes, et les fédérations professionnelles que nous sommes entrés en négociation avec la CNIL. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas tout à fait la même interprétation de ce qu'est un accord. La CNIL considère que l'accord, c'est un consentement
qui faisait donc référence à la définition de base qui est actuellement dans la directive de 95, et pas un accord qui serait une notion juridique un peu différente. Nous, on a considéré que le texte de la directive parlant d'accord et le texte français parlant d'accord, on n'avait justement pas voulu retenir la définition stricte de consentement et que donc c'était quelque chose de plus allégé. Les anglo-saxons parlent de consentement implicite et nous, on considère que l'accord, ça peut être un consentement implicite. Donc on est entré en négociation et sur ce premier point, on a plutôt abouti puisqu'au final, on considère avec la CNIL que l'accord de l'utilisateur, il peut résulter de la poursuite de sa navigation. Donc, à partir du moment où l'utilisateur a été informé qu'il y allait avoir des cookies et en gros d'une finalité générale qui est proposer des services et des offres adaptées au centre d'intérêt de l'utilisateur. Donc là, je vous ai mis en italique la mention qui devrait être mise dans l'absolu sur votre site. Dès qu'un utilisateur arrive sur une page d'un site, votre homepage ou n'importe quelle autre page du site, si c'est sa première visite, cette mention devra apparaître sans aucune action de l'utilisateur. Ça veut dire que cette mention doit être immédiatement visible. Donc ça peut être à l'endroit que vous voulez, mais il faut que sur la page, sans qu'il y ait besoin de scroller ou de faire aucune action, la mention soit visible. Ça, c'est le point sur lequel on est en accord. Et si jamais l'utilisateur continue sa navigation, clique, scroll, etc., on va considérer qu'il y a un accord, que vous pouvez déposer des cookies. Il y a 2 points qui restent encore en discussion, qui ne sont pas des moindres. Ouais. Non, pardon, c'est pas une question. Ouais, je vais me dépêcher. Ok. 3 minutes pour la fiscalité et les cookies. Parfait. Il y a 2 points qui sont encore en discussion. Le moment de la dépose des cookies. Ça, c'est pas négligeable. C'est un point fort. Et c'est un point qui est compliqué à négocier avec la CNIL parce que le texte européen, et là, c'est assez clair. Le texte français est assez clair. Et normalement, tant que l'utilisateur n'a pas fait une action, vous ne pourriez pas lui déposer de cookies. Mais ça, c'est vraiment un point qui est, dans la pratique, assez gênant pour vous, professionnels. Le second point, c'est les modalités d'expression de l'opposition de son choix, puisque la CNIL, aujourd'hui, voudrait pousser et rendre obligatoire les solutions internes de paramétrage des cookies et d'opposition. Donc, en fait, c'est les solutions qui sont dites de tag management, où, en fait, tous les sites devraient proposer ce type de solution pour paramétrer et s'opposer au dépôt et à la lecture de cookies. Donc ça, évidemment, nous, en tant que professionnels, on n'est pas du tout favorable à rendre ces solutions-là obligatoires. Voilà, je vais essayer de me dépêcher pour la fiscalité. Ça va être très speed, j'en suis désolée. Donc on va faire très vite. C'est bien parce que la fiscalité, c'est plutôt des bonnes nouvelles, donc on termine sur des bonnes nouvelles. Parce qu'on avait quand même très mal commencé. En 2013, il y avait quand même 4 taxes qui pouvaient vous concerner en tant que e-commerçant. Évidemment, la première d'entre elles, c'était une taxe sur le commerce électronique. La deuxième taxe, c'était une taxe sur la publicité en ligne. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément votre cœur d'activité en tant qu'e-commerçant, mais vous faites de la publicité en ligne, vous hébergez peut-être de la publicité, donc ça pouvait aussi vous concerner. Enfin, une idée de taxe sur les données personnelles. Et enfin, pour ceux qui vendent des produits et des objets connectés, une taxe sur les objets connectés. Donc, ça faisait quand même 4 taxes qui, directement ou indirectement, pouvaient vous toucher. Je ne vais pas vous les détailler parce qu'apparemment on n'a pas le temps, mais vous les retrouverez sur les slides, il n'y a pas de problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une consultation qui avait été demandée par la ministre en charge de l'économie numérique au nouveau Conseil national du numérique et que ce conseil a rendu son avis en septembre, le 10 septembre, et qu'il a fortement déconseillé de mettre en œuvre une taxe spécifique sur le numérique, quelle que soit sa forme, au niveau national, et qui pousse pour une réflexion sur les problématiques justifiées d'optimisation d'évasion fiscale que vous connaissez, qui sont dans la presse régulièrement, et recommande plutôt d'avoir une politique industrielle et une stratégie sur le numérique. Donc évidemment, nous, on pousse pour qu'il y ait une stratégie de développement du e-commerce au niveau français et européen, plutôt que d'avoir toujours des réflexions en termes de fiscalité.
La bonne nouvelle, c'est que normalement, il y a un projet de loi de finances qui va être présenté demain au Conseil des ministres et que ce projet de loi ne comporte de la part du gouvernement aucune des 4 taxes que je vous ai rapidement évoquées à l'instant. Donc pas de fiscalité directe sur le e-commerce qui vise spécifiquement le e-commerce pour 2014, en tous les cas dans le cadre du projet de loi. Ça c'est vraiment important. Par contre, nous, en tant que fédération professionnelle, on va rester très vigilante parce que quand un projet de loi est déposé, évidemment, il y a des initiatives parlementaires. Donc les parlementaires peuvent très bien déposer des amendements et revenir par ce biais-là pour proposer une taxe, sachant qu'il y a des parlementaires qui sont très attachés à certaines taxes. Voilà, par exemple, la taxe sur le commerce électronique, on a le sénateur Marini qui depuis 7 ans revient chaque année avec sa proposition de taxe, et la taxe sur les objets connectés. Vous savez que les industries culturelles sont très actives sur le sujet pour récupérer un financement pour elles. Donc voilà, il peut y avoir des initiatives parlementaires. Ce qui est bien, c'est que le gouvernement s'est engagé dans un travail de concertation au niveau européen et au niveau international, au niveau de l'OCDE, pour essayer de faire des démarches qui permettent d'uniformiser la fiscalité européenne et de revoir le fondement de la fiscalité et le critère de base étant la définition de l'établissement stable pour essayer de limiter un maximum l'optimisation fiscale qui peut être au détriment d'acteurs français établis en France. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je suis désolée, ça a été très vite. Et on vous remercie.